Good Morning Business. Le débat. Avec cette mission qui va redevenir d'actualité, réduire le déficit public, Stéphane Pedrazzi, un serpent de mer. Sauf que là, comme pendant la guerre, il y a 70 ans, on avait le droit de dépenser. Sans limite. Ça fait des années que les gouvernements essayent de se serrer la ceinture et là pour la première fois ils ont la possibilité de dépenser quasiment sans compter parce qu'ils ont une bonne raison de le faire, c'est la crise sanitaire et parce qu'ils ont aussi la possibilité de le faire. Les taux sont historiquement bas, on a même emprunté à taux négatif donc à court terme c'est totalement indolore pour les finances publiques. Évidemment la tentation de continuer est assez forte, d'abord parce que les chefs d'entreprise le réclament, vous avez entendu les restaurateurs, ils demandent au gouvernement de ne pas couper les aides trop brutalement, de sortir progressivement du quoi qu'il en coûte. Et parce qu'on est à pratiquement 10 mois du premier tour de l'élection présidentielle. Et donc, c'est plus facile d'être réélu quand on fait des cadeaux. Emmanuel Macron va donc peut-être être tiraillé entre le costume du président réformateur qui a envie de remettre la réforme des retraites sur son agenda avant l'élection et la tentation du quoi qu'il en coûtisme, comme le dit ce matin Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF dans les colonnes des Échos. D'ailleurs, il appelle Emmanuel Macron à sortir du quoi qu'il en coûte d'ici la fin de l'été. Le problème, il l'explique, en cas de remontée des taux, ça va devenir très très douloureux, même pour ce qu'on appelle le service de la dette, c'est-à-dire juste le remboursement des intérêts. Et puis l'autre problème, vous le disiez, c'est qu'on s'y habitue finalement à être aidé par l'État, une forme d'accoutumance. Il faut absolument qu'on en sorte, explique Geoffroy Roux de Bézieux. Mais pour le gouvernement, évidemment, c'est difficile. En règle générale, c'est plus facile de dépenser de l'argent que de l'économiser. C'est plus facile d'être le Père Noël que le percepteur. Jean-Marc Daniel, ça va être difficile pour l'État de cette année de folie pour lui. C'était Bombance. Oui, c'était Bombance et je pense qu'effectivement, ça va être difficile, d'autant plus qu'avant 2020-2019, il était déjà largement en déficit. Et donc vous avez au niveau de notre classe politique un discours régulièrement pour souligner qu'on est juste sous le volcan. C'est la célèbre formule d'Édouard Philippe dans son discours de politique générale citant Bob Dylan en disant on ne peut pas continuer comme ça à faire semblant de ne pas voir. Et puis après, on continue à voter. Alors je crois qu'il y a quand même dans tout ça, il y a trois enjeux clairs. Le premier enjeu, il y a un discours, et Stéphane l'a rappelé, sur si les taux d'intérêt remontent, la dette publique va asphyxier la gestion des finances publiques. Alors ce discours, à mon avis, est un discours qui a une certaine cohérence, mais qui est à côté du réel, puisque depuis que la Banque centrale rachète la dette publique, le taux d'intérêt est déterminé par la part que détient la Banque centrale, puisque cette dette publique détenue par la Banque centrale est gratuite. Vous avez le cas du Japon, où la Banque centrale détient 40% de la dette publique. On émet des formes particulières de dette publique qu'on appelle les coupons zéro. Résultat final, la charge d'intérêt dans un pays où il y a 230% de... On pourrait aussi en France avoir des coupons zéro, même si les taux augmentent. Même si les taux augmentent, on a des coupons zéro plus la Banque centrale qui rachète. Il y a une déconnexion en fait qui est en train de se faire, c'est ce que souligne là aussi Jeannette Yellen, entre les taux d'intérêt sur la dette publique et les taux d'intérêt sur le reste de l'économie. Sur ce point, si je peux me permettre, il y a peut-être les plus orthodoxes de la politique monétaire, les Allemands, pour ne pas les nommer, qui vont faire pression sur la Banque Centrale Européenne pour qu'elle limite ces rachats d'actifs. Alors après, le deuxième enjeu, et là je rejoins ce que dit Stéphane, c'est les rapports avec nos partenaires européens. C'est-à-dire que les frugaux qui, en 2019, menaient le combat contre la France, sont de nouveau sur le sentier de la guerre. La Suède et les Pays-Bas, alors les Pays-Bas, le gouvernement est en train de se former, mais sont de nouveau en train de dire qu'il faut sortir des circonstances exceptionnelles au niveau européen, que l'année 2021 doit être l'année du retour à la normale. Et donc, à partir de ce moment-là, nous allons nous heurter de nouveau à notre position en Europe. Et puis le dernier élément, et là où je rejoins ce que dit Geoffroy Roux de Bézieux, c'est que dans le quoi qu'il en coûte, il y a eu beaucoup de choses. Maintenant, il s'agit de faire le tri entre ce qui va favoriser le retour le plus rapide possible à la situation qui était celle de 2019 et ce qui a été un peu dans l'urgence, l'approximation, le couteau sous la gorge. Ça va être compliqué aussi quand même de l'expliquer aux Français parce que on l'a bien vu depuis un an, les Français n'arrêtent pas de nous dire mais attendez, on nous a expliqué qu'il fallait économiser 10 millions, 100 millions, 1 milliard, puis finalement les milliards pleuvent. Donc comment expliquer à des groupes de pression à des Français qui vont revendiquer qu'on ne peut pas leur accorder quelques millions alors qu'on a accordé des milliards? Alors d'autant, et je vais me faire quelques amis, que certains chefs d'entreprise nous disent en privé, on les reçoit notamment sur ce plateau, que ça n'a pas été très difficile pour eux, que les aides de l'État ont très largement compensé ce qu'ils avaient perdu.
ce qu'ils n'avaient pas pu faire comme chiffre d'affaires pendant la crise sanitaire. Effectivement, c'est comme une drogue. Hein. Quand on a une espèce de perfusion d'euros tous les mois, le jour où on va la retirer, surtout si elle était plus généreuse que l'activité en temps normal avant la crise. Oui, je crois qu'il y a un discours pédagogique à faire pour bien comprendre que la dépense ne peut pas durablement se substituer au travail, comme je le dis régulièrement sur ce plateau. Et je pense que c'est à la fois pédagogique, mais de bon sens. Vous savez, à la fin des expériences un peu malheureuses sur le plan monétaire, qui avait été celle du début du XVIIIe siècle, le cardinal de Fleury, quand on lui a dit « qu'est-ce que vous allez rétablir ?», il a dit « le bon sens ». Ma politique, ce sera de rétablir le bon sens. Alors, c'est un mot qui est un peu galvaudé. En ce moment, tout le monde dit « mais enfin, si vous avez du bon sens ». Mais c'est un mot qui n'est pas totalement inutile.